Les Allemands en étaient incertains. L'Amérique était une nation de marchands, non de guerriers. Mais un jour à Berlin, une phrase résonna : « Nous nous sommes trompés, terriblement trompés », après qu'un analyste eut pris connaissance de chiffres qui anéantirent toutes leurs convictions. Dès cet instant, l'Allemagne comprit pour la première fois que l'Amérique était bien différente du pays qu'elle imaginait. Pendant des années, le monde a vénéré l'intelligence militaire du haut commandement allemand par-dessus tout. On a scruté l'Amérique, étudié nos publications, observé nos troupes à l'entraînement et l'on est finalement parvenu à un seul jugement. Nous étions des marchands mous, sans discipline au combat. On présumait que nous ne pourrions jamais devenir de véritables soldats. Pourtant, on se trompait lourdement. Le récit de leur prise de conscience, les événements qui ont anéanti leurs idées préconçues, témoignent de la résilience américaine, une résilience que chacun de nous devrait reconnaître. En 1941, leur évaluation n'aurait pu paraître ni condescendante ni sceptique. Elle était plutôt conforme aux normes européennes. L'élite militaire allemande était le fruit de traditions martiales prussiennes séculaires, valorisant une discipline inflexible, le sacrifice de soi et une profonde conception de la guerre comme un art. De l'autre côté de l'Atlantique, ils observèrent l'Amérique d'un point de vue militaire et découvrirent une nation qui leur était étrangère. Ils perçurent une population préoccupée par le confort, l'individualisme et le profit, et apparemment indifférente à la guerre. Un pays qui n'avait pas mené de bataille d'envergure sur son propre sol depuis les années 1860 et qui semblait, à leurs yeux, avoir oublié comment faire. Leurs observations de nos forces armées ne firent que renforcer leurs préjugés. En 1941, alors que Hitler lançait l'invasion la plus dévastatrice et la plus vaste que l'humanité ait jamais connue contre l'Union soviétique, l'armée américaine était, il faut bien le dire, la risée de tous. Elle comptait environ 1,6 million d'hommes. Pour donner un ordre de grandeur, c'était plus important que l'armée portugaise de l'époque. Nos chars étaient ainsi des machines obsolètes et fragiles qui auraient été fatales sur un champ de bataille européen. Nos commandants, dont beaucoup étaient des hommes honorables et nobles, n'avaient pas participé à un véritable combat depuis 1918, une période considérable dans le monde militaire. Entre-temps, les Allemands étaient reconnus comme les maîtres suprêmes du monde. Ils avaient rapidement conquis la Pologne. En 6 semaines, ils avaient déshonoré la France, nation réputée pour son passé militaire et sa redoutable armée. À la fin de 1941, leurs forces se tenaient aux portes de Moscou. Ils avaient redéfini les principes de la guerre avec leur blitzkrieg, ou guerre éclair. Ainsi, lorsque la nouvelle de Pearl Harbor, qui rompit la tranquillité le 7 décembre, fit de l'Amérique un acteur soudain et puissant dans le conflit mondial, les stratèges berlinois firent leurs calculs. Ils intégrèrent ce nouvel adversaire à leur stratégie globale et constatèrent que cela ne changerait que très peu de choses. Selon eux, la guerre se terminerait avant que l'Amérique ne puisse l'influencer significativement. Ils prévoyaient qu'il faudrait au moins 2 à 3 ans pour rassembler, entraîner, armer et surtout transporter une armée conséquente à travers l'immensité de l'océan Atlantique. D'ici là, supposait-il, la Russie serait affaiblie. La Grande-Bretagne succomberait au blocus de ses sous-marins. Et l'issue du conflit européen serait scellée. Une erreur stratégique monumentale aurait fait de l'Allemagne une puissance invincible dominant l'océan Atlantique jusqu'à l'Oural, un fait qui figure aujourd'hui parmi les plus grandes erreurs d'appréciation de l'histoire contemporaine. Cette prise de conscience, cependant, ne fut pas soudaine pour les Allemands. Elle se déploya plutôt comme une suite de révélations stupéfiantes et bouleversantes. Le point de départ de cette transformation ne fut pas le grondement assourdissant des canons, mais le simple gribouillage d'une plume sur un document dans un centre de renseignement berlinois. Les premiers doutes quant à la conviction allemande furent semés par leurs propres analystes. Méthodiques et compétents, ces hommes passèrent des heures dans des pièces faiblement éclairées, à éplucher des rapports d'agents américains, des registres maritimes, des transmissions radio interceptées et des statistiques économiques publiques. Les chiffres qu'ils découvrirent étaient incohérents. Ils vérifièrent leurs calculs à maintes reprises. Il ne pouvait s'agir que de désinformation, d'exagération. L'arrogance typiquement américaine. Les chantiers navals américains, longtemps restés inactifs, construisirent miraculeusement des Liberty Ships à un rythme sans précédent, dépassant les limites physiques et les normes industrielles. Au lieu de les construire de manière conventionnelle, ils les assemblaient comme des maquettes. Des personnalités comme Henry J. Kaiser, sans aucune expérience préalable en construction navale, employèrent les méthodes de production de masse américaine en soudant des coques entières en grandes sections préfabriquées. Des navires qui nécessitaient auparavant 6 mois de construction dans un chantier naval européen étaient désormais mis à l'eau en 2 mois, délai ensuite réduit à 1 mois. À titre d'exemple, le SS Robert E. Peary fut construit de sa quille initiale à son lancement en seulement 4 jours et 15 heures. Les meutes de sous-marins allemands coulaient rapidement les navires alliés à un rythme alarmant et insoutenable.
Cette construction rapide était leur meilleure chance de vaincre la Grande-Bretagne. Cependant, à Berlin, les analystes financiers s'inquiétaient. Les navires américains étaient lancés plus rapidement que la flotte de sous-marins allemands, même à pleine capacité, ne pouvaient les couler. La voie d'approvisionnement cruciale vers la Grande-Bretagne non seulement tenait bon, mais se renforçait de jour en jour. Comme si cela ne suffisait pas, les renseignements aériens dressaient un tableau plus sombre. Les usines aéronautiques américaines, telles que l'immense usine Ford de Willow Run dans le Michigan, qui s'étendait sur plus d'1,5 km, produisèrent des bombardiers lourds à un rythme comparable à celui de la production de Ford Model T. Cette nouvelle alarmante inquiétait les Allemands. On rapportait que l'Amérique produisait chaque mois plus de bombardiers B-24 Liberator que l'Allemagne ne produisait en une année entière l'ensemble de ces bombardiers lourds. Cette révélation, à leurs yeux, était tout simplement irréaliste et invraisemblable. Compte tenu de l'économie industrielle allemande avancée et très efficace, systématiquement organisée pour la guerre totale depuis 1939, un tel rythme de production paraissait invraisemblable. Malgré les affirmations selon lesquelles l'Amérique, engagée dans une guerre sur 2 océans et fournissant la Grande-Bretagne et la Russie, surpassait le Troisième Reich en termes de production, avec des facteurs allant de 3 à 5 dans certains secteurs clés, des rapports ont également mis en lumière la production des chars américains M4E Sherman. Contrairement aux Panzers allemands, appréciés pour leur ingénierie de pointe, les chars Sherman étaient les produits en masse sur des chaînes de montage automobiles, considérés comme des outils pratiques et remplaçables plutôt que comme des armes artisanales. Les chiffres de production étaient de stupéfiants, 10 000, 20 000 et finalement plus de 50 000 chars Sherman à la fin de la guerre. Les stratèges allemands ont vérifié ces chiffres à 2 reprises, confirmant ainsi leur exactitude. L'Amérique ne se contentait pas de constituer une armée, elle amassait une véritable vague d'acier. C'était profondément inquiétant. On ne pouvait ignorer cette réalité numérique. La guerre est avant tout un équilibre délicat entre les forces humaines et les ressources. Pourtant, le haut commandement allemand restait fidèle à une conviction fondamentale, une croyance qui avait fait ses preuves depuis plus d'1 siècle. Les ressources ne sont pas le seul facteur déterminant. Un commerçant peut posséder le meilleur fusil, voire un char d'assaut, sans pour autant devenir un soldat ou un tankiste. L'épreuve décisive, le test crucial, se déroulerait sur le champ de bataille. Et dans les collines arides et brûlées par le soleil d'Afrique du Nord, au début de 1943, un instant funeste sembla confirmer l'évidence. Les Allemands avaient raison. La première confrontation majeure entre les troupes terrestres allemandes et américaines sur le théâtre européen tourna au désastre pour les États-Unis. Au col de Kasserine, niché au cœur des montagnes escarpées de Tunisie, les forces américaines, inexpérimentées et sans expérience, chargèrent les vétérans aguerris de la célèbre campagne d'Afrique d'Erwin Rommel. Le résultat fut une déroute, une humiliation. Mal encadrées, les unités américaines se désintégrèrent et battirent en retraite, abandonnant une quantité considérable de matériel inutilisé, ce qui provoqua un sentiment de victoire et de justification chez les Allemands. Fouillant les chars, les armes, et les véhicules américains abandonnés, les soldats allemands ressentirent un regain de confiance face à l'ennemi qu'ils avaient anticipé. Faible, désorganisé, inexpérimenté et dépourvu de combativité. Comparés aux Russes, considérés comme fanatiques par les Allemands, les Américains paraissaient excessivement prudents. Selon un rapport allemand capturé, ils étaient perçus comme manquant de détermination fanatique. Le haut commandement allemand nourrissait une conviction inébranlable. Malgré les ressources abondantes des Américains, il était persuadé qu'elles seraient gaspillées par des troupes inexpérimentées et des chefs incompétents. Le soldat allemand professionnel, fort de son entraînement supérieur, de son sens tactique aiguisé et de sa bravoure forgée au combat, compenserait l'avantage matériel américain. Les Allemands privilégiaient la qualité à la quantité, un principe qui sous-tendait toute leur stratégie militaire. Cette conviction se vérifia généralement durant les combats acharnés, prolongés et brutaux qui se déroulèrent en Italie. Certes, les forces américaines progressaient. Elles gagnaient en puissance et en adaptabilité. Elles faisaient preuve d'une capacité déconcertante à tirer des leçons de leurs erreurs et à adapter rapidement leurs tactiques. Cependant, les combats étaient ardus et coûteux, et les Allemands excellaient en défense. Le combat était équilibré, la conviction inébranlable et le dernier rempart de la certitude stratégique allemande restèrent immuables jusqu'à la matinée sombre et nuageuse du 6 juin 1944. Cependant, dans les jours qui suivirent, cette certitude fut non seulement brisée, mais anéantie. La révélation stupéfiante de la métamorphose de l'Amérique ne se déroula pas sur les plages d'Omaha. Bien que le récit de leur courage implacable et inimaginable soit gravé dans les mémoires et inspire le respect. En réalité, le véritable coup de théâtre, celui qui pulvérisa l'intellect militaire allemand,
se produisit dans les jours qui suivirent le débarquement, alors que les commandants, retranchés dans leurs bunkers, cherchaient à comprendre la réalité de ce à quoi ils étaient désormais confrontés. L'ampleur de la flotte d'invasion était tout simplement stupéfiante. Plus de 5000 navires, une armada si vaste qu'elle encombrait la Manche, une opération logistique d'une coordination sans précédent qu'aucune armée dans l'histoire n'avait jamais osé entreprendre et encore moins réussir. Une fois de plus, cette puissance colossale pouvait s'expliquer par la capacité de production industrielle américaine. Ce qui a déconcerté et finalement démoralisé les commandants allemands, ce n'était pas tant l'ampleur du conflit que sa philosophie sous-jacente. Il s'agissait de l'application impitoyable, apparemment désinvolte, et d'une brutalité quasi-industrielle de la force pour faire face à chaque situation militaire. Permettez-moi de vous brosser un tableau de ce qu'un commandant allemand, aguerri, endurci par les combats en France et en Russie, a découvert dans le dédale des haies normandes. Dans l'approche européenne traditionnelle de la guerre, l'artillerie était un outil précieux, presque chirurgical. Les obus étaient économisés, tirés sélectivement sur des cibles stratégiques de grande valeur. Les approvisionnements étaient gérés avec une extrême rigueur, car chaque obus utilisé en réduisait les stocks pour les engagements futurs. Les Américains, en revanche, opéraient selon des principes totalement différents, et aux yeux des Allemands, irrationnels. Lorsqu'une section d'infanterie américaine traversant ces haies denses et anciennes tombait sur un poste de mitrailleuse allemand isolé et habilement dissimulé, elle n'agissait pas comme l'aurait fait une section allemande ou russe. Elle ne cherchait pas à le contourner. Au lieu d'une charge frontale audacieuse et coûteuse, le chef de section américain qui travaillait auparavant comme vendeur d'assurance à 22 ans utilisa sa radio. Il commença par demander l'appui des mortiers de sa compagnie. Si cela ne parvenait pas à neutraliser la mitrailleuse, il sollicitait les mortiers lourds du bataillon. Si le tir persistait, il contactait l'artillerie divisionnaire par radio. En quelques minutes, une batterie d'obusiers de 105 Millesrg, soit potentiellement 12 pièces, déclenchait un intense barrage, tirant en 10 minutes autant d'obus qu'une division allemande en recevait en une semaine. Si l'objectif restait difficile à atteindre, un appui aérien était demandé, et une escadrille de P-47 Thunderbolt, surnommée J-Bows par les Allemands, arrivait chargée de bombes de 227 kg et de roquettes. Et si les Allemands se trouvaient près des côtes, des tirs d'artillerie navale depuis un cuirassé ou un croiseur au large étaient requis. Des obus aussi gros que des petites voitures, des obus qui non seulement explosaient, mais remodelaient le terrain de façon spectaculaire. Ce n'est qu'après l'anéantissement complet d'une haie, ne laissant derrière elle que des troncs fumants et des cratères, que l'infanterie américaine s'avançait prudemment vers la haie suivante. Perplexes et déconcertés, les commandants allemands assistaient à ce spectacle. Cela paraissait insensé, voire extravagant. Ils y voyèrent la preuve irréfutable que le soldat américain manquait des compétences fondamentales de l'infanterie, de la mentalité de soldat d'assaut, du courage nécessaire pour engager et vaincre l'ennemi. Cependant, ils constataient aussi, avec une crainte grandissante, son impact dévastateur. Les troupes américaines avançaient sans relâche, lentement certes, mais inexorablement. Leurs pertes étaient nettement inférieures à celles subies par les Allemands lors d'une opération comparable. Les combattants allemands, une race militaire d'élite, étaient méthodiquement anéantis, à court de munitions et de soldats sans aucun renfort en vue. C'était là la principale et fondamentale disparité. La logistique allemande, un système méticuleusement perfectionné par l'état-major prussien, reposait sur la suffisance. L'objectif était de calculer les approvisionnements minimaux nécessaires à une opération et de les distribuer efficacement, le gaspillage étant la faute la plus grave. La logistique américaine, à l'inverse, était fondée sur le surplus et la répétition. L'objectif de l'intendance américaine n'était pas de minimiser le gaspillage, mais plutôt d'éliminer tout risque de pénurie, aussi improbable fût-il. Les agents du renseignement allemand, découvrant les dépôts de ravitaillement américains, envoyèrent des rapports que leurs supérieurs à Berlin eurent du mal à accepter. Ils soupçonnèrent ces officiers d'avoir perdu la raison. Des piles et des piles de caisses de munitions, des étendues de barils de carburant, d'immenses stocks de pièces détachées, de pneus, de moteurs, de caisses remplies de nourriture, d'uniformes, de chocolat et de cigarettes étaient simplement entreposés. Souvent laissés à la merci de la pluie, ces stocks semblaient contredire tous les principes d'efficacité militaire. Pourtant, cette profusion signifiait que les unités américaines ne cessaient jamais leurs opérations. Elles pouvaient fonctionner à plein régime, 24 heures sur 24, indéfiniment. Elles pouvaient en tirer 10 000 obus d'artillerie sur un carrefour isolé et redoutable, car cela ne changeait rien. En réalité, des millions d'autres obus étaient en route. Si, comme nous, vous appréciez vous plonger dans des récits historiques aussi captivants, c'est le genre d'histoire que nous partageons chaque semaine.
De nombreux spectateurs nous disent trouver ces vidéos divertissantes, que ce soit pour travailler ou se détendre. Un bref instant pour vous abonner nous est précieux et vous garantit de ne manquer aucun article. Nous vous serions reconnaissants de rejoindre notre communauté. Face à la puissance de feu américaine, impressionnante, une autre disparité, bien plus profonde, sautait aux yeux. Cette distinction incarnait l'essence même du XXe siècle. Une leçon que les Allemands ont assimilée trop tard. Cette divergence résidait dans la mécanisation. En 1944, la redoutable Wehrmacht, pionnière de la guerre éclair, s'appuyait principalement sur les déplacements à pied. Cette idée fausse a été perpétuée par les actualités d'époque. Celle-ci montre les divisions blindées, les chars et les semi-chenillés, nous laissant croire que toute leur armée ressemblait à cette image mécanisée. La vérité est que la majeure partie de l'armée allemande était un produit du XIXe siècle. Son approvisionnement, son artillerie, sa nourriture, tout reposait sur la force animale. Des centaines de milliers de chevaux assuraient la traction nécessaire. Seules ces divisions d'élite, les unités de Panzer et de Panzergrenadiers, bénéficiaient d'une motorisation complète. Malgré leur nature hétéroclite, composée de camions français, tchèques et russes saisis, ces unités manquaient constamment de deux éléments essentiels pour leur moteur, le carburant et les pièces de rechange. L'armée allemande, à l'ouest, ne pouvait mobiliser au mieux qu'environ 2000 chars opérationnels, chacun étant extrêmement précieux en raison de sa rareté. À titre de comparaison, l'armée américaine débarquant en Normandie avait déployé plus de 10 000 chars à la fin de l'été 1944 et d'autres arrivaient encore par bateau. Cependant, là n'était pas la principale différence. La différence majeure résidait dans les camions. Contrairement à l'ensemble de l'armée américaine, du quartier général aux compagnies d'infanterie, on ne trouvait pas un seul cheval. Chaque unité était entièrement motorisée avec des véhicules neufs et standardisés. Les camions 2,5, les jeeps et les semi-chenillés étaient omniprésents et leur impact opérationnel était immense. C'est ce facteur qui, en fin de compte, a scellé le sort de l'Allemagne. Pour combler une brèche dans leur ligne, une division allemande devait parcourir 160 km à pied, un trajet qui durait 3 à 4 jours. Les soldats arrivaient épuisés, les pieds ensanglantés et les chevaux fatigués, nécessitant du repos avant d'être prêts au combat. A l'inverse, lorsqu'un commandant de division américain recevait le même ordre, il ordonnait à ses hommes de monter dans leur camion et ils atteignaient le nouveau front en 6 heures, au complet, avec tous leurs équipements et immédiatement prêts à se battre. Cette différence de mobilité permettait aux Américains de concentrer rapidement leurs forces, d'exploiter les brèches à un rythme effréné et de maintenir une cadence opérationnelle que l'armée allemande, handicapée par son infrastructure logistique du XIXe siècle, ne pouvait suivre. Les généraux allemands, héritiers de Clausewitz, jouaient aux dames, tandis que les Américains maîtrisaient un tout nouveau jeu, un jeu qui se jouait à la vitesse du moteur à combustion interne. Le moment décisif où les généraux allemands comprirent pleinement la fin de la partie survint lors de l'opération Cobra, fin juillet 1944. Ce fut la percée américaine massive en Normandie. Il ne s'agissait pas d'une simple bataille, mais d'une opération de destruction à l'échelle industrielle. Les Américains rassemblèrent une force écrasante, concentrant des milliers de canons sur une portion réduite et étroite du front. Ils déployèrent ensuite des milliers de bombardiers lourds et moyens pour saturer le secteur ciblé, anéantissant ainsi la division défensive allemande, les Panzerlehr, une unité d'élite réputée. Des rapports circulèrent selon lesquels les soldats survivants furent retrouvés plusieurs jours plus tard, désorientés et abasourdis à des kilomètres du lieu de la bataille initiale. Suite à cette percée, les divisions blindées du général George S. Patton progressèrent rapidement, avançant non plus prudemment comme auparavant, mais à toute vitesse. Elles ne s'arrêtèrent pas pour affronter les positions fortifiées, les contournant pour laisser le soin à l'infanterie et à l'aviation de les neutraliser ultérieurement. Ils progressaient quotidiennement de 80 à 95 km à l'arrière des lignes allemandes, sabotant les voies de ravitaillement, s'emparant des quartiers généraux et démantelant tout le front franco-allemand. Les Allemands ripostèrent comme à leur habitude. Ils tentèrent une contre-attaque, mais elle se révéla vaine. Tandis que leurs divisions blindées se rassemblaient pour leurs manœuvres tactiques emblématiques, les chasseurs bombardiers américains, guidés par des observateurs au sol via radio, fondirent sur elles comme des faucons et dispersèrent les colonnes avant même qu'elles n'engagent le combat. Lorsque les commandants allemands cherchèrent à établir une nouvelle ligne de défense, les services de renseignement américains, dont le travail était attribué aux cryptanalystes de Bletchley Park et de Washington, interceptèrent en leur communication, alertant souvent les commandants alliés de leur stratégie avant même que leurs propres forces ne le sachent. Le maréchal Günther von Kluge, commandant de l'armée allemande en France, commença à envoyer des messages désespérés et urgents à Hitler à Berlin.
Il décrivit un scénario qui n'était pas simplement une défaite, mais un effondrement. Ses troupes étaient constamment décimées, non pas lors de batailles héroïques, mais par une attrition implacable et continue, 24 heures sur 24. Il expliqua en termes sombres et implacables comment chaque engagement, même une victoire locale, était préjudiciable à l'Allemagne. Chaque fois que ces hommes tenaient vaillamment le terrain, ils épuisaient des munitions indispensables. Chaque fois qu'ils étaient contraints de se replier, ils devaient abandonner des chars, des véhicules et des pièces d'artillerie irremplaçables. Les rapports de von Kluge sont captivants en raison de sa conviction persistante, presque jusqu'à la fin, que ces hommes combattaient efficacement. Ces commandants étaient tactiquement compétents, ces défenses étaient efficaces. Et il avait raison, il figurait parmi les meilleurs soldats du monde. Pourtant, il conclut que tout cela était sans importance. L'adversaire poursuivit son assaut sans relâche, exerçant une pression constante et épuisant ses troupes jusqu'à ce que le soldat allemand, pourtant supérieur en nombre, succombe à l'épuisement. La machine de guerre américaine était arrivée pour s'emparer de sa proie. Les événements d'août 1944 marquèrent une phase importante de la guerre, souvent sous-estimée. Cette période révéla des capacités américaines qui semblaient défier les lois de la physique telles que les Allemands les percevaient. La 3e armée de Patton progressa de plusieurs centaines de kilomètres en un temps record, servant de fer de lance à ses blindés et à son infanterie motorisée, paraissant fonctionner de manière totalement autonome, sans aucun soutien logistique. En réalité, c'était tout le contraire. Cette progression fut rendue possible par le plus remarquable exploit logistique de la guerre, le Red Ball Express. Le réseau ferroviaire français étant décimé par les bombardements alliés et la résistance, les Alliés construisirent une immense boucle de transport à sens unique. D'innombrables camions sillonnaient les mers de Normandie sans relâche, formant une caravane interminable, souvent conduits par des soldats afro-américains du corps des quartiers-maîtres. Héros méconnus, ils transportaient quotidiennement des milliers de tonnes de carburant, de munitions et de vivres, permettant à l'offensive de progresser à une vitesse qui laissait les Allemands, avec leurs chariots tirés par des chevaux, complètement désemparés et incapables de suivre le rythme. Les stratèges allemands établissaient ce qu'ils pensaient être de solides positions défensives le long de fleuves comme la Seine, anticipant qu'il faudrait plusieurs semaines aux Américains pour rassembler des troupes et du matériel lourd pour la construction de ponts. Ils étaient stupéfaits de découvrir que les sapeurs américains avaient déjà construit un pont de bateaux sur le fleuve pendant la nuit et qu'une division blindée américaine entière était déjà derrière eux, leur coupant toute voie de repli. La rapidité, l'ampleur et le rythme continu des opérations militaires américaines, menées 24 heures sur 24, laissaient entrevoir une armée qui semblait avoir transcendé les contraintes fondamentales de friction, d'épuisement et de logistique qui avaient façonné la guerre à travers l'histoire. Durant cette période, les services de renseignement allemands, cherchant à comprendre leur adversaire, se penchèrent sur les manuels de campagne américains capturés. Leurs découvertes les laissèrent complètement perplexes. La stratégie américaine intégrait un niveau de consommation matérielle que l'approche allemande jugeait excessif, voire désastreusement insoutenable. Par exemple, les stratèges américains estimaient leurs besoins en munitions pour une offensive à 2 voire 3 fois le niveau que les stratèges allemands considéraient comme le maximum soutenable. Les manuels logistiques américains décrivaient des niveaux de stockage de fournitures pour lesquels les intendants allemands auraient été traduits en cour martiale, tant leur gaspillage était qualifié de criminel. Même leurs approches concernant le personnel et le matériel étaient étrangères à leur conception. Le lancier chevronné, membre précieux de l'armée allemande, fort de nombreuses années de service et d'une connaissance approfondie de son unité, était très respecté. À ses côtés travaillaient des mécaniciens compétents capables de réparer rapidement et ingénieusement les chars endommagés au combat. À l'inverse, le système américain, plus industriel, considérait les soldats et le matériel comme des composants remplaçables. Lorsqu'un moteur de char tombait en panne, il n'était généralement pas réparé sur place. On démontait le moteur entier et on le remplaçait par un neuf, tandis que l'ancien était ramené dans un vaste atelier de réparation. Les vétérans étaient régulièrement renvoyés aux États-Unis pour former les nouvelles recrues et de jeunes soldats étaient constamment affectés aux unités de première ligne. Cette pratique fragilisait souvent la cohésion des unités allemandes, mais elle garantissait aussi un renforcement constant des unités américaines. Le système fonctionnait comme une chaîne de montage, maintenant la puissance de combat à un niveau stable et durable. Chaque pratique militaire américaine, de la stratégie à l'instruction en passant par la gestion des approvisionnements, contredisait les attentes des Allemands en matière d'efficacité et de tradition militaire. Pourtant, l'effet combiné de ces pratiques fut la création d'une armée capable d'endurer des combats intenses indéfiniment. Une division allemande, après une offensive d'envergure, était épuisée. Elle était vide.
Il fallait des semaines, voire des mois, pour la retirer du service, la reconstituer et la rééquiper. A l'inverse, une division américaine, après une bataille majeure et coûteuse, était retirée du service, renforcée par de nouveaux soldats et des chars provenant du système d'approvisionnement continu et prête à combattre à nouveau en quelques jours seulement. La question troublante, qui hantait le haut commandement allemand à l'automne 1944, était la suivante. Était-il confronté à un avantage temporaire que le savoir-faire et la combativité allemands finiraient par surmonter ? Ou s'agissait-il d'une disparité fondamentale, d'une différence inhérente à l'essence même des deux nations qui garantissait la défaite, quels que soient les exploits de leurs soldats sur le champ de bataille ? Le général Gerd von Rundstedt, l'un des commandants allemands les plus estimés et les plus aguerris, fut rappelé de sa retraite pour diriger les opérations à l'ouest. Noble prussien de la vieille école, il scruta les cartes, parcourut les dépêches du front et, avec le pessimisme pragmatique propre à son rang, conclut à la justesse de son analyse. Il estima que la supériorité matérielle américaine était si totale, si redoutable, que le sens stratégique allemand était désormais insignifiant. Il pouvait certes remporter des engagements mineurs, retarder les Américains d'un jour ou d'une semaine, mais il ne pouvait en aucun cas modifier l'issue des opérations. Chaque victoire allemande, observait-il, s'accompagnait de pertes irréparables en hommes et en chars. Chaque défaite américaine n'était qu'un revers passager, une ligne budgétaire rapidement effacée en quelques semaines par leur vaste système de remplacement. À ses yeux, l'issue était inévitable. L'armée allemande s'épuisait jusqu'à l'anéantissement, tandis que l'armée américaine continuait de se renforcer. En décembre 1944, une ultime tentative désespérée fut lancée pour démontrer que la maîtrise et la ténacité militaire du monde antique pouvaient triompher de la domination industrielle du monde moderne. Il s'agissait de la bataille des Ardennes, ou offensive des Ardennes. C'était le dernier pari risqué d'Hitler. Il avait stratégiquement rassemblé les dernières réserves opérationnelles de l'Allemagne, misant tout sur un seul coup décisif. La stratégie était typique de l'art opérationnel allemand. Attaquer pendant une violente tempête de neige qui clouerait au sol la puissante aviation alliée, obtenir un effet de surprise totale et utiliser la puissance de feu de ses blindés lourds pour séparer les lignes américaines et britanniques. Leur objectif était de progresser vers le port d'Anvers, d'isoler les armées alliées au nord et d'imposer un cessez-le-feu par la négociation. Dans un premier temps, l'opération réussit. L'effet de surprise fut considérable. L'attaque créa un énorme saillant dans les lignes américaines, encerclant des unités entières et faisant des milliers de prisonniers. Pendant quelques jours, chaotiques et glaciales, on eut l'impression de revoir l'armée allemande de 1940. Cependant, la singularité américaine se manifesta une fois de plus, scellant le destin de l'Allemagne. La stratégie allemande présumait que les Américains réagiraient comme les Français en 1940. Panique, effondrement des lignes et paralysie du commandement. Ils se trompèrent. Les unités américaines encerclées, notamment la 101e division aéroportée à Bastogne, ville d'une importance stratégique capitale, reçurent l'ordre de se rendre. La réaction de leur commandant, Nutz, entra dans la légende américaine. Ils tinrent bon. Isolés, en infériorité numérique, regroupés dans des tranchées avec des munitions rares, ils refusèrent obstinément de céder. Et alors, la formidable puissance logistique et mécanique américaine se réveilla. Dans une action jugée inimaginable par les stratèges allemands, les Américains repositionnèrent des armées entières pour attaquer le secteur menacé. La 3e armée du général Patton, initialement dirigée vers une offensive dans une autre direction, à 145 km de là, reçut l'ordre de modifier son cap et de lancer un assaut vers le nord pour soutenir Bastogne. Son état-major jugea l'opération irréalisable, suggérant au moins une semaine pour la réorganisation logistique et le déplacement des troupes. Patton aurait rétorqué qu'il n'avait que 48 heures. Les soldats s'élancèrent dans leurs véhicules, bravant des routes verglacées et périlleuses pour des trajets de jour et de nuit, frappant le flanc allemand avec une rapidité sans précédent qui déconcerta toute la hiérarchie militaire européenne. Dès que le temps s'améliora, le ciel fut sillonné d'avions de guerre américains et britanniques. Au lieu de se contenter de cibler les lignes de front allemandes, ils anéantirent leurs convois de ravitaillement. Les célèbres Panzer allemands, qui avaient jadis progressé si rapidement, s'arrêtèrent progressivement et douloureusement, faute de carburant. L'offensive, qui épuisa les derniers soldats, véhicules blindés et réserves de carburant de l'Allemagne, ne donna aucun résultat. L'effondrement du saillant a été une leçon brutale et définitive pour le haut commandement allemand. Une fois que l'Allemagne a abandonné ses divisions blindées d'élite dans les Ardennes, elles étaient irrémédiablement perdues. Les usines étaient réduites en ruines, le carburant était épuisé, les équipages qualifiés avaient péri ou s'étaient rendus. Les renforts étaient inexistants. En revanche, lorsque l'Amérique a subi de lourdes pertes dans les Ardennes, ces pertes ont été comblées en 15 jours. Le système de remplacement,
un colossal réseau industriel d'hommes et de matériel s'étendant sur près de 5000 km jusqu'à Détroit, Pittsburgh et Los Angeles, a fonctionné sans relâche. Un triomphe tactique américain pouvait anéantir une division allemande, mais celle-ci était rayée à jamais de la carte. Inversement, un triomphe tactique allemand pouvait décimer une division américaine, mais celle-ci serait reconstituée et de nouveau opérationnelle en moins d'un mois. C'était une guerre d'usure. Or, c'est une bataille qu'on ne peut gagner contre un adversaire qui, en pratique, possède des ressources quasi illimitées et la détermination de les exploiter. Après leur défaite, la correspondance des soldats allemands capturés révéla une admiration étrange et amère pour leur nouvel ennemi. Ils persistaient à croire, souvent jusqu'à leur dernier souffle, qu'ils étaient individuellement supérieurs. Les récits de leurs expériences d'après-combat, accessibles aujourd'hui, sont empreints de mécontentement. Ils critiquaient amèrement d'affronter un ennemi qui refusait le combat loyal, un adversaire capable de déchaîner une véritable tempête d'acier et d'explosifs en réponse à une simple mitrailleuse. Ils méprisaient les munitions apparemment inépuisables des Américains, leur capacité à prendre des repas chauds sur le front et leur aptitude à remplacer rapidement leurs pertes. Les vétérans allemands du front de l'Est, redéployés à l'Ouest, firent une comparaison très pertinente. Ils affirmèrent qu'affronter les Russes revenait à combattre des vagues humaines, des hommes que l'on pouvait faucher si l'on restait bien défendu et courageux. En revanche, ils soutenaient qu'affronter les Américains revenait à se mesurer à une machine. Le scénario prévoyait de faire face à un déluge de feu qui, à terme, réduirait votre forteresse en ruine. Les Américains semblaient ne disposer d'un temps illimité et de munitions abondantes. Ce qui stupéfia et pétrifia les officiers allemands, c'était l'organisation de leurs opérations. Les Américains abordèrent la guerre comme un problème industriel à résoudre avec une efficacité optimale et une force écrasante. Ils ne s'appuyèrent pas sur des coutumes martiales millénaires. Ils formèrent plutôt des soldats compétents grâce à un entraînement standardisé et rapide. Ils ne comptaient pas sur des artisans pour réparer leurs chars sur le terrain. Ils utilisaient des composants standardisés et se contentèrent de remplacer les pièces endommagées. Leur succès ne reposait pas sur l'héroïsme individuel de quelques officiers valeureux. Ils misaient sur une coordination sans faille, le travail d'équipe, la puissance de feu et un système conçu pour minimiser l'importance de chaque individu. Une armée, non pas conçue pour des héros extraordinaires, mais pour des hommes ordinaires, paysans, ouvriers, employés et commerçants, fut bâtie pour être efficace jour après jour. Cette approche contrastait avec l'éthique militaire allemande fondée sur l'honneur martial et la grandeur individuelle. Pourtant, c'est cette philosophie qui se révéla la plus efficace durant la guerre, menant à une victoire dévastatrice et décisive. Les derniers mois de la guerre en Europe furent une sombre formalité. L'armée allemande se désagrégea, employant des soldats dès l'âge de 12 ans et des hommes de plus de 60 ans, le Volkssturm, armé de roquettes Panzerfaust à usage unique et animé d'un zèle suicidaire de plus en plus désespéré. Simultanément, l'Amérique déploya des divisions nouvellement formées, équipées d'armements de pointe, appuyées par une force aérienne dominant le ciel et soutenues par un système logistique qui répondait aux besoins de chaque GI avec un luxe que même un maréchal allemand à l'apogée de son pouvoir n'avait jamais connu. L'année 1945 fut marquée par l'événement symbolique du franchissement du Rhin en mars. Le Rhin constituait un obstacle naturel majeur pour l'Allemagne, vénéré dans le folklore comme le gardien de son cœur. Pour le défendre, les Allemands firent de preuve d'une intensité comparable à celle d'un animal agonisant. À l'inverse, les Américains y voyaient un défi industriel gérable. Ils lancèrent des attaques d'artillerie massives, sans précédent dans l'histoire de la guerre, et construisirent des ponts sous le feu ennemi à un rythme extraordinaire. Un exploit qui paraissait miraculeux selon les normes européennes. En quelques jours, les forces américaines progressèrent à travers l'Allemagne de l'Ouest face à une résistance déclinante. Dès lors, on peut se demander à quel moment l'Allemagne prit conscience du caractère exceptionnel de l'Amérique. Cette prise de conscience ne fut pas soudaine. Elle résulta plutôt d'une série de révélations, d'une suite de leçons brutales et surprenantes. C'est l'analyste berlinois, aux prises avec des chiffres de trafic maritime qui semblaient invraisemblables, qui en fut témoin. En Normandie, un quartier-maître chevronné parcourut un dépôt de ravitaillement américain capturé, dont la taille éclipsait celle de sa ville natale. Sur le champ de bataille, un commandant de première ligne vit son poste le plus fortifié anéanti par des tirs navals invisibles. Enfin, un maréchal dans son bunker étudiait la carte, reconnaissant que le calcul impitoyable de l'usure avait déjà scellé le destin de son pays. Ils comprirent que l'Amérique avait militarisé son économie, son mode de vie et sa foi dans la production de masse, engendrant une force irrésistible. Ils saisirent que notre système industriel avait donné naissance à une forme de guerre inédite, réduisant à néant leur savoir-faire et leur bravoure séculaire.
Finalement, ils se retrouvèrent de face à un adversaire capable de gaspiller des ressources, de commettre des erreurs et de compenser ses pertes grâce à une richesse incommensurable, insondable et fondamentale. Ce récit nous ramène à des époques vécues par nos ancêtres, et pourtant il résonne profondément avec l'esprit unique, puissant et parfois même impressionnant de notre terre. Si ce bref aperçu de notre passé vous a captivé, nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant.